Yosh les corbeaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous accueille avec ce nouveau chapitre 1056. Alors c'est un chapitre de retour à la normale, retour au calme. Ça s'appelle Cross Guild. Je suppose sûrement parce que c'est l'événement le plus important de ce chapitre. Alors ça commence avec Katakuri et Oven qui s'attaquent au Germain 66. Ça va être très intéressant de voir comment ça va se dérouler. Moi franchement, j'ai aucune prédiction pour ce combat. Je suis juste curieux de savoir comment ça va se passer. Il y a un 4 contre 2. On va voir est-ce que César qu'on a vu dans les chapitres précédents va être déterminant ou pas. Alors des fois, on me dit pourquoi il n'y a pas l'enthousiasme qu'on va dans ta vidéo qu'on a entendu dans des chapitres précédents et tout. Alors c'est vraiment, ça n'a aucun lien avec le contenu du chapitre. C'est juste une question de situation en fait. Quand je suis à l'école, comme par exemple aujourd'hui, parce que je gère un centre de formation, je suis pas capable de parler à haute voix, ni de me lâcher. Mais par contre, le truc dont on peut être sûr, c'est que je dis les termes les gars. Le chapitre commence avec un grand plan sur le château de Wano Kuni. Il y a Raizo et Shinobu qui sont en train de souffrir. Alors on nous a dit que l'amiral n'a pas fait grand chose. Là, j'ai l'impression de voir deux légumes. On nous dira ouais mais l'amiral c'est juste tout ce qu'il a fait. Il a battu Shinobu et Raizo. Mais les forts rouges, les autres étaient là, pourquoi ils les ont pas aidés? Denjiro, Nekomamushi, Inuarashi, pourquoi ils ont rien fait? Parce qu'ils étaient tous chopés, ils allaient tous crever. Il y avait pas Shanks, ils allaient tous crever. Et franchement, l'intervention de Shanks, elle a toujours un sens. Je crois que je suis le gars qui respecte le plus Shanks dans ce manga game en fait. Je donne toujours de l'importance à ses interventions. Et je dis que ces interventions ont un sens et qu'elles sont déterminantes. Mais il y a des gens en face qui te disent non en fait, Shanks vient juste pour le plaisir. À Marineford, les commandants de Barbe Blanche faisaient jeu égal avec les amiraux, mais Shanks était venu comme ça pour le plaisir. Non, Shanks était venu à Marineford parce que la marine est plus forte définitivement que l'équipage de Barbe Blanche. Sinon, Marco serait retourné, il aurait fait un contre un avec Akainu et il bat Akainu, il fait jeu égal. Et les autres commandants font pareil. Par exemple, Vista, il prend Kizaru par exemple, et un autre commandant, il prend Aokiji, et là, ils font jeu égal. Mais non, les gars étaient en train de fuir parce que Barbe Blanche, il sait pertinemment et très bien que ses commandants font pas le poids. C'est pour ça qu'il leur ordonne de fuir. Et Barbe Blanche n'a aucun scrupule, aucun problème à laisser ses commandants combattre des adversaires beaucoup plus forts qu'eux. Ça a toujours été le cas. Barbe Blanche laisse Marco combattre Rayleigh, pourtant Rayleigh arrête Marco avec un doigt. Donc voilà, les rapports de force sont ce qu'elles sont. Ensuite, on nous confirme dans ce chapitre en nous disant qu'il avait raison, la présence de Kaido a éloigné d'autres menaces. C'est-à-dire c'est l'amiral qui a dit ça. Et apparemment, à partir de cette phrase-là et de ce qu'a dit l'amiral, apparemment j'aurais tort. Les vidéos sont là, je les ai pas effacées, vous allez voir, vous vérifiez. Donc comment ça se fait que le fait qu'il dissuade les gens me donne tort? Mais c'est quoi ce délire? Je comprends rien à ce que j'ai reçu comme commentaire durant toute cette semaine, c'est juste hallucinant. Les vidéos, encore je répète, sont là. Je dis Kaido, la créature, l'être le plus fort au monde. Comment ensuite, quand un amiral dit Kaido me tient à carreau et il est puissant, il dissuade les ennemis, comment ça, ensuite, ça peut me donner tort? Mais je comprends juste plus rien. C'est juste n'importe quoi. Mais franchement, je suis confronté à une communauté, mais il faut aller voir, c'est un désastre sur pattes. Ensuite, il y a voilà Kinemon qui s'excuse un peu, tout ça, de ne pas être là, patati patata. Il y a un petit passage avec Otsuru, ensuite Raizo qui fait des blagues, tout ça, c'est un petit peu léger. Ensuite, on débarque sur Carotte. Carotte qui nous a carotté là. Elle va prendre une gamine qui a l'air décérébrée. Bon, ensuite, elle est courageuse. C'est tout à son honneur. Mais il faut dire les termes. C'est une petite adolescente, quoi. Maintenant, on confie le monde à une adolescente. Nekomamushi et Inuarashi veulent lui confier Zou. C'est-à-dire les gars à Zou qui sont beaucoup plus matures qu'elle. Eux, ils vont venir, ils vont dire Carotte, qu'est-ce qu'on fait? Et Carotte, du haut de son adolescence, va leur dire bon, alors qu'on la voit, regardez cette image. Est-ce que ça, c'est une dirigeante? Ensuite, je sais, Oda étant le gauchiste qu'il est, parce que beaucoup ne le savent pas, Oda est un ultra gauchiste, pour ceux qui savent pas, voilà, ça c'est précisé. C'est pour ça que dans le manga, vous avez des fois des sorties de ce type et d'autres, voilà, ça pourra vous aider à interpréter un petit peu mieux le manga. Et donc, du fait juste qu'elle a fait un voyage à 2 pays, c'est bon, ça la met genre au-dessus de tout le monde et elle va être la reine. Alors pour Wanda, je peux comprendre, je suis pas contre, je suis là, ok, c'est à 100%, y a pas de souci. Wanda peut complètement être reine et être successeur et tout, j'ai pas de problème. Carotte, non, franchement là c'est un manque de respect total. Je comprends que Oda veut passer des idées de gauche et tout, mais là c'est extrême. La meuf elle veut encore jouer à pierre feuille ciseaux, tu la mets là comme dirigeante d'un pays, mais franchement. Mais bon, les choses sont ce qu'elles sont, on poursuit. Alors il y a la révélation que Sukiyaki, Amomo, Hiyori et les Forts Rouges, qu'il est le grand-père, voilà, il veut vivre anonymement, voilà, c'est un petit passage qu'on va sauter parce que il y a rien à reviewer là-dedans. Ensuite on débarque sur une réunion des Mugiwara. Mine de rien, les Mugiwara, ils ont passé beaucoup de temps à Wa, je sais plus, ça part sur 15 jours ou je sais pas, presque 3 semaines. Jamais ils ont passé autant de temps quelque part, mais franchement, et ils auraient demandé leur carte de séjour, ils l'auraient obtenu. Alors la discussion elle est un petit peu autour de Pluton, on dit voilà, elle est ici, Franky est choqué, je suis moi-même choqué que Luffy, il a l'air d'être tête brûlée, et franchement j'ai l'impression que Luffy donne pas d'importance à grand chose, mais là je suis vraiment bluffé de voir qu'il se rappelle, Luffy se rappelle que Franky a déchiré les plans de l'arme Pluton. Ça, je suis juste surpris, peut-être c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi si. Et lui dit tu la veux Luffy, tu veux cette arme? Luffy lui dit non, je
veux pas ça. Alors Luffy, il veut toujours qu'on lui dévoile pas les mystères du monde. Il veut pas qu'il y ait un avantage sur les gens de type armes et tout. Bon, ça peut être une façon de voir. Mais à ce moment-là, à quoi elle sert toute l'aventure et tout? Si on découvre des armes antiques, puis on les voit même pas, on les prend pas. Mais il y a Shinobu qui débarque. Shinobu qui a l'air de s'être remis super très vite, alors qu'elle était un légume. Et là, c'est ce que j'ai toujours dit dans One Piece. Dans One Piece, c'est quoi cette histoire, cette connerie de dire qu'on a besoin de 8 mois de convalescence pour guérir de quelque chose? Ça n'a jamais existé. Ça n'a aucun sens. Dire ça pour King et Queen, ça tient absolument pas. Et on le voit ici avec Shinobu et Raizo, je suppose. Pourquoi? Parce que beaucoup viennent de sortir. Oui, mais Luffy, Zoro, Mugiwara étaient en convalescence. Je l'ai répété 10 000 fois, ça ne s'explique pas à King et Queen. Pourquoi? Parce que King et Queen ont juste eu des KO. Tu vas pas me dire que Queen a besoin d'une semaine de rétablissement pour avoir pris un coup de pied quand même. Et tu peux pas comparer ça à Luffy, Zoro. Tout simplement, c'est le truc genre le plus simple au monde. Zoro et Luffy, ils sont spéciaux. Pourquoi? Parce que l'un a reçu 3 KO consécutifs la même nuit, plus il était mort. Donc oui, c'est normal que lui, il prend une semaine. Tu peux pas comparer ça à King et Queen. L'autre Zoro s'est fait casser les os de son corps de la tête aux pieds. Tu compares pas ça à Queen. En plus, Zoro prend le médoc. Et là, le médoc, il est obligé de prendre encore plus de dégâts, plus les dégâts qu'il a pris dans le combat contre King. Je veux dire, ça, quand tu me le compares à la convalescence de King et Queen, c'est trop de la mauvaise foi, hein, disons-le. Alors, il y a des petits passages humoristiques avec Tama, Shinobu. Voilà, Shinobu est devenue toute mince, plutôt jolie. Je me demande est-ce que c'est le cas pour Raizo, hein. Vous imaginez que Raizo, un ninja comme ça, très beau et tout, on nous le montrera pas, mais voilà, j'aimerais bien qu'on ait le même effet que sur lui, hein. Et là, on a un vraiment intéressant, il y a Karibu, durant tout ce temps, était caché dans l'ombre, et il entend toutes les discussions, et il dit, voilà, l'arme Pluton, avant c'était Poséidon, et maintenant il y a ça, c'est-à-dire Pluton. Donc le gars, il récolte un petit peu, c'est l'espion, hein. Il récolte un petit peu les informations et tout des Mugiwara. Et une vraie question, donc là, on a des super utilisateurs d'HDO, pourtant personne ne s'est rendu compte de la présence de Karibu. Pourquoi? Parce que le manga, on peut pas le lire comme ça, genre, oui, là, il a utilisé ça. Du moment qu'on te le dit pas, tu peux pas parler à la place des personnages ou à la place de l'auteur. Là, même si tout le monde a le HDO, personne ne sait si Karibu est là ou pas. Donc reste à savoir pour qui Karibu est en train de faire son espionnage. Pour moi, il y a deux possibilités. Baggy, je suis pas très sûr. Moi, je pencherais beaucoup plus pour Barbe Noire, ou sinon, il y a un certain personnage dont on parle à la fin du chapitre, un gars avec une cicatrice de brûlure, ou je sais pas. Donc ça doit être l'un ou l'autre, à mon avis. Il y a une petite ellipse de quelques jours plus tard. On a Momonosuke, on lui parle des dépenses, des finances et tout ça. Le gars, voilà, il ignore tout simplement tout ça. Et voilà de quoi j'étais en train de parler. Un gamin, tu lui parles de finances, de trucs sérieux et tout. Voilà, il esquive ça tout de suite, ça l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai dit. Tu donnes une telle responsabilité à des gamins, mais ça n'a aucun sens. C'est pareil avec Carotte. On lui donne la responsabilité d'un pays comme ça. Elle va sûrement assurer parce que l'auteur est derrière. Mais dans les faits, c'est pas un exemple que tu donnes aux gens, Oda. Je veux dire, leur dire que les gamins de 8 ans sont bons dans la direction de pays, c'est tellement n'importe quoi. Alors il court plutôt pour chercher Zoro pour apprendre le maniement du sabre. Mais Zoro, les Mugiwara et tout, ils sont dans le port. Ils se préparent à embarquer. Alors apparemment, il y a que Momo et Kinemon qui sont pas au courant. Et ils courent un petit peu pour aller les chercher. Je suppose qu'on va avoir une fin un petit peu à la Basta, où Vivi arrive à la fin et les Mugiwara sont au large. Et là, ils lèvent les bras et là, c'est un moment émouvant. Donc, est-ce qu'on va avoir un moment comme ça? Je suis curieux de le savoir. Alors, on a des discussions plus ou moins intéressantes entre Kid Law et Luffy. Ils se partagent les poneglyphes, ils se partagent les directions, tout ça. Et là, bim, il y a la fiche de Cross Guild. Cross Guild, ça veut dire une guilde croisée. À partir aussi de ce Cross Guild, on peut aussi comprendre pourquoi les Shichibukai étaient égales à un équipage Yonkou et égal à la marine. Parce que là que les choses se sont éclaircies, on nous dit, ouais, mais Bronyo l'a dit, les Shichibukai étaient égaux à la marine, égaux à un équipage Yonkou. Et Ryo Sensei, par exemple, il a toujours dit ça. Oui, Ryo lisait toujours ça, on lui donnant pas cette interprétation. L'interprétation de Ryo Sensei, c'était que la marine plus les Shichibukai égalaient un équipage Yonkou. Et il disait, Barbe Blanche n'ira jamais contre plusieurs Yonkou. Parce que si tu mets la marine qui est égale à un équipage Yonkou et les Shichibukai qui sont égaux à un équipage Yonkou, donc en fait, t'as deux Yonkou. Et justement, tout le postulat dans toutes ces vidéos à Ryo Sensei, c'était de dire que Barbe Blanche n'ira pas contre plusieurs Yonkou, plusieurs personnes de son niveau. Parce que sinon, il va tuer tous ses enfants et tout ça. Alors qu'on l'a vu balancer Marco contre Rayleigh, qui lui, bon, ça c'est une autre histoire. Mais du coup, si vous dites que la marine égale à elle seule un équipage Yonkou, donc comment est-ce que la marine peut être égale à un équipage Yonkou? Si vous dites que chez la marine, il n'y a personne niveau Yonkou. Donc, vous dites que les commandants égalent un amiral, donc les 3 premiers commandants vont être égaux aux 3 amiraux, alors qui va être égal au Yonkou? À partir de là, donc, ce n'est pas possible que vous soyez en train de me dire que la marine égale un équipage Yonkou, vu que vous ne mettez pas de Yonkou dans la marine. Alors certains s'en sortent en disant que Garp vieux plus Sengoku vieux égale un Yonkou. Bon, on pourrait dans certains cas accepter cela, mais là vous aurez un problème parce que, ok, donc là on a la marine niveau équipage Yonkou, mais comment est-ce que ça se fait que les corsaires soient niveau équipage Yonkou, vu que vous mettez le plus puissant d'entre eux, Takano no Miho,
Mihawk niveau Vista. Donc comment est-ce qu'ils ont même pas, selon la vision du youtubeur Ryo Sensei, comment est-ce que les corsaires peuvent avoir, en se rassemblant, le niveau d'un équipage Yonkou, si le plus puissant d'entre eux a le niveau Vista. Donc je rappelle que Vista est le 5e commandant, donc il n'y a aucun corsaire, selon Ryo, qui a le niveau 3e commandant, ni 2e, ni 1er, ni 2nd de Yonkou, et encore moins un Yonkou. Donc comment est-ce que cette institution des corsaires peut-elle être niveau Yonkou? Sinon aucun membre qui peut rivaliser avec les 4 premiers chez un Yonkou. Donc non, Ryo a toujours dit Shishibukai plus Marine égale un équipage Yonkou. Et c'est pour ça que d'ailleurs il a même dit, en comparant avec Kaido par exemple, il a dit les amiraux sont égaux aux commandants, Sengoku plus Garp va être niveau Yonkou, et les Shishibukai c'est un petit peu les Tobiropo. C'est lui qui a dit ça mot pour mot. Donc déjà ça contredit Branyu, puisque Branyu te dit les corsaires sont égaux au quartier général de la marine qui est égal à un équipage Yonkou. D'ailleurs même Doberman dit qu'il n'y a que les Shishibukai ou les amiraux qui sont capables, il dit où, hein, il dit pas les corsaires et les amiraux, donc il les réunit pas, il dit l'un ou l'autre, il y a que eux qui peuvent arrêter un équipage Yonkou. Donc les corsaires quand ils sont réunis, ils ont niveau Yonkou. Mais c'est qui leur donne le niveau équipage Yonkou? Il faudrait qu'il y ait un individu qui a le niveau équipage Yonkou. C'est même pas moi qui le dis, c'est Ryo qui le dit. Je vous laisse écouter. Ouais, bon après, pour être empereur, il faut le fameux niveau empereur qui est le niveau des 4 pirates les plus puissants au monde. Parce que tu peux pas, t'as beau avoir la flotte que tu veux, dans tous les cas, t'es pas un vrai empereur si t'as pas le niveau d'un capitaine empereur. D'ailleurs, j'ai une preuve très simple à ce niveau-là, je peux le prouver très facilement. Quand Barbe Noire a voulu voler les fruits de Barbe Blanche, Shiryu a dit que si Barbe Noire n'arrivait pas à prendre les pouvoirs de Barbe Blanche, ce serait la fin de l'aventure. Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? Parce que Barbe Noire ne pourrait pas avoir le niveau Yonko. Donc, il faut obligatoirement le niveau Yonko, c'est obligatoire. Donc, les corsaires, quand ils sont réunis, pour avoir le niveau équipage Yonko, il faudrait qu'ils aient un personnage niveau équipage Yonko, 3 commandants puissants. Ça fait que, même sur cette question, Ryo et ses PNJ Kagebunshin ont perdu. Pourquoi? Parce que, pour que ça marche, il faudrait que Mihawk, qui est clairement le plus puissant Shishibukai, il faudrait qu'il ait le niveau Yonko. Et il y a 3 gars qui vont avoir le niveau commandant. Bartholomew Kyoma, Boa Hancock et Don Quichotte Doflamingo. Les 3 au niveau commandant. Et Mihawk niveau Yonko. Plus tout le monde ramène sa flotte. Et là, ils forment niveau Yonko qui sera équivalent à la marine et qui, elle aussi, est équivalente à un équipage Yonko. C'est ce que a dit toujours Branyu. C'est ce que dit plusieurs fois dans le manga. Et c'est comme ça que le manga s'explique grâce à ma vision des choses. Et c'est comme ça aussi qu'on comprend pourquoi Cross Guild ont le niveau Yonko. Parce que tout le monde ne le comprenait pas. Parce qu'on n'avait pas l'information. On ne comprenait pas comment ils ont acquis le niveau Yonko. Et aujourd'hui, on a l'information. On le sait. Quand tu mets un personnage niveau Yonko dans l'équipe, elle obtient le niveau Yonko, même si elle n'est pas énorme, comme par exemple Shanks. Shanks, petit équipage, mais niveau Yonko. Pourquoi? Parce qu'ils ont un gars niveau Yonko dans l'équipe, qui est Shanks. Pareil pour Cross Guild. Baggy n'a jamais été Yonko, l'équipage devient Yonko du moment qu'ils ont un personnage niveau Yonko dans l'équipe. Ensuite, c'est Baggy qui est le capitaine, et c'est tout simple parce que Mihawk, aucun leadership, il n'est pas intéressé par ça. C'est pas une sorte de Shanks à rire avec les gens et faire des fêtes et tout ça, on le sait, hein. Il vivait tout seul sur une île. Et c'est pour ça que sur la question des Shishibukai, sur la question de Mihawk, Ryo, manga, t'as perdu. Arrête de t'accrocher, il n'y a plus un endroit auquel t'accrocher. Les jeux sont faits, les jeux sont faits. Comment est-ce que vous pouvez comparer mes analyses aux analyses de quelqu'un qui vous dit sur Naruto, par exemple, que Tobirama, le 2e Hokage, a perdu contre l'équivalent de 20 Itachi? Je vous laisse entendre. Je veux dire, ce gars, c'est ça son niveau d'analyse. Soit il va te dire des choses qui contredisent carrément le manga. Genre, en gros, en fait, il va te dire genre une chose, mais en fait, dans le manga, c'est l'inverse de ce qu'il dit. Je vais m'expliquer. Par exemple, dans une de ses vidéos, il a dit Tobirama est mort contre 20 ninjas de rang S. Bien, en réalité, tout le monde ne le sait pas, mais s'il est mort durant ce combat, ce n'est pas pour rien. Non, ce n'est absolument pas pour rien. En effet, ce n'était pas seulement 20 ninjas lambda, non, ni seulement 20 ninjas seulement puissants, non, c'était 20 ninjas de rang S. Qui sont les ninjas de rang S? Eh bien, ce sont les ninjas les plus puissants du monde qui sont en mesure de mettre en péril la sécurité d'un village tout entier. À titre d'exemple, tous les membres de l'Akatsuki sont tous des membres de rang S. Tous. Maintenant, si on fait un parallèle, eh bien on se dit que Tobirama a combattu à lui seul l'équivalent de 20 ninjas de l'Akatsuki. Il a donc combattu, encore une fois à lui seul, 2 Akatsuki d'un coup. 2. Ils étaient 20. Alors que bien sûr, c'est totalement faux. Tobirama, en fait, il est mort face à 20 ninjas d'élite de Kumo. Et c'est totalement différent. Et après, il te sort que, ouais, Tobirama a affronté l'équivalent de 2 Akatsuki parce que tous les ninjas d'Akatsuki sont de rang S.
Alors que bien sûr, le niveau d'un Hidan n'a rien à voir avec le niveau d'un Itachi. Et même, je crois, t'as sorti que ouais, il a affronté 20 Itachi, ça veut dire, etc. Mais par exemple, comme ce sont des ninjas d'élite, par exemple, les ninjas de Lambu sont des ninjas d'élite. Ce sont des ninjas d'élite. Mais pourtant, ils n'ont clairement pas le niveau d'un ninja de l'Akatsuki. C'est le gars qui mélange tout. Par exemple, il te dit Tobirama s'est fait attaquer par 20 ninjas d'élite. Itachi est un ninja d'élite. Donc, Tobirama est l'équivalent de 20 Itachi. Non, tous les ninjas d'élite n'ont pas le même niveau. Tous les gars de chez l'Akatsuki n'ont pas le même niveau. Tout comme dans One Piece, tous les commandants n'ont pas le même niveau. Tous les amiraux n'ont pas le même niveau. Tous les Yonko n'ont pas le même niveau. Vous voyez, sa façon d'analyser, il l'a appliqué partout. Et c'est pour ça que sur Naruto, par exemple, il finit sur Tobirama équivalent de 20 Itachi. Vous comparez ça à mes analyses, mais vous êtes dingue. Je suis sur une toute autre planète de ce gars-là, mais ça n'a rien à voir. Les analyses, c'est le jour et la nuit. Donc on reviendra à l'analyse de ça par la suite. Mais on a Kid qui est surtout énervé par le Cross Guild, c'est-à-dire cette guilde qui a à sa tête Sir Crocodile, Baggy et Dracul Mihawk. Donc moi je conseillerais à Kid de pas trop s'intéresser à cette guilde, sinon avec Mihawk là-dedans, il va perdre l'autre bras. Hein. Ben apparemment grâce à leur réunion, ils ont pu devenir équipage Yonko avec Baggy à la tête. C'est un petit peu normal. Mihawk, je l'ai dit toujours, les vidéos sont encore là, elles sont vérifiables, tout le monde peut aller voir, je n'invente rien, j'ai toujours dit Mihawk c'est pas un meneur, s'il est dans un équipage ça va pas être le gars qui va les inspirer, leur dire on va faire ça, on va faire ceci, c'est le gars calme dans son coin, il fait ce qu'il veut, je pense pas voilà qu'on va lui faire ce qu'on veut, mais il va être là surtout parce que comme je l'ai dit, hein, c'est mon analyse de Mihawk, vous pouvez encore aller la voir, j'ai dit Mihawk, il était devenu Shishibukai parce qu'il veut pas être dans un équipage, et voilà, dès qu'il est plus Shishibukai, qu'est-ce qu'il fait Dracul Mihawk? Première chose, pour confirmer ma bonne vision des choses définitives, première chose, il rejoint un équipage. Pourquoi? Parce que peu importe ton niveau, même si t'es Kaido, même si t'es Roger, si tu veux, si t'es à un tel niveau de puissance, on va te mettre une grosse prime, et si t'as une grosse prime, tu peux pas te balader tout seul. Parce que tu te fais encercler par une armée de rookies, et comme on l'a vu hein, avec Big Mom, même si elle est Yonko, il a fallu de 2 rookies, et elle est tombée. Kid Law l'ont battu. Donc ça aurait fini pareil pour Dracul Mihawk, peu importe son niveau de Yonko ou pas, hein, parce que voilà, les faits sont là, ça s'est produit avec Big Mom. Big Mom est la preuve de pourquoi, peu importe ton niveau, tu ne te balades pas tout seul. Donc, une fois qu'il a rejoint les corsaires, plus de primes, plus personne qui s'intéresse à lui. Et je suppose que dans cette guilde, en fait, ça s'appelle guilde croisée, cross guild, tout simplement parce que dans une guilde, chacun se spécialise dans quelque chose. C'est ça le principe d'une guilde. C'est un petit peu une association. C'est pas un équipage de type Yonko simple, où il y a un gars qui commande tout, absolument tout, et à qui on peut rien dire, et les autres, c'est juste ses soldats. Dans une guilde, c'est, comme on le dit, c'est une sorte d'association. Une guilde croisée parce que il y a beaucoup de chefs qui se croisent. Et mon analyse de la chose, c'est qu'il y a 3 pouvoirs habituels dans un équipage Yonko et ils sont tous centrés sur le Yonko en lui-même. Mais là, ils sont partagés. Donc là, mon analyse de la chose, c'est que Baggy est le gars qui contrôle l'armée et le territoire, voire même l'argent. Et c'est celui aussi qui est un petit peu mastermind avec Crocodile. Crocodile, il fait avec Baggy un petit peu le mastermind, c'est-à-dire le gars qui fait les plans. En plus, Crocodile doit être le gérant de la pègre. Mihawk, dans cet équipage, je pense que c'est un solitaire. C'est pas un gars qui se croise avec le reste des soldats et tout. Le gars est juste dans son coin et il représente la puissance individuelle. Car comme le dit beaucoup de youtubeurs, dans un équipage Yonko, il faut qu'il y ait au moins un membre niveau Yonko individuellement pour que ce soit considéré comme un équipage Yonko. Ryo qui nous disait il y a encore très peu que la marine elle a dû envoyer juste un vice-amiral pour Mihawk pour le gérer, hein, pour le capturer. Pourquoi? Parce qu'il nous dit ouais, parce que la marine elle connaît le niveau de Mihawk, donc ce qu'elle lui a envoyé c'est sûrement suffisant vu qu'ils connaissent son niveau. Encore une fois, le gars mais il arrête pas de perdre, c'est un loser maintenant avec toutes ses pertes. Mais comment t'as gagné alors que la Mihawk ne s'est pas fait capturer? T'as perdu, c'est un désastre total. T'as perdu sur amiral égal commandant avec Rokugyu que tu nous dis il faut pas l'écouter quand il parle de son niveau amiral qui est au-dessus du niveau commandant. Il parle pas de lui-même et King, il parle du niveau amiral devant lequel le niveau commandant est ridicule. Donc là-dessus t'as perdu surtout. Pourquoi? Parce que tu nous dis par la suite qu'il faut écouter Rokugyu quand il parle de Kaido. Alors j'ai dit ouais, ok, on écoute Rokugyu quand il parle de Kaido et il dit que Kaido est une dissuasion, même pour lui. Donc j'ai dit oui, on écoute l'amiral, on l'écoute. Donc là on l'écoute, mais on l'écoute toujours. Pourquoi on l'écoute là et on ne l'écoute pas là? Donc on l'écoute aussi quand il parle du niveau amiral devant lequel le niveau commandant est ridicule, car le niveau amiral est bien au-dessus. Preuve en est, Marco qui est dit qu'il fait jeu égal avec les amiraux. Pourquoi on dit ça de Marco? Parce que Marco est une exception. Sinon pourquoi on le dit spécialement de Marco? Si tous les commandants font jeu égal, ils n'ont pas à dire spécialement ça de Marco, mais ils disent ça de Marco parce que lui était une exception.
preuve en est, Marco défonce plusieurs commandants d'élite, King et Queen. Du coup, si Marco le fait, Rokugyu le fait encore mieux. Même si King et Queen étaient convalescents ou pas, Rokugyu l'aurait fait. Pourquoi? Parce que Marco l'a fait et Marco fait jeu égal avec les amiraux, ce qui veut dire qu'il rivalise, ce qui veut dire que dans l'absolu, il perd, mais son niveau se rapproche beaucoup. C'est pour ça que l'excuse de la convalescence n'explique rien. Donc il a perdu là-dessus, donc 1-0. Et maintenant, il vient de reperdre sur Mihawk, qui nous a dit ils l'ont capturé juste avec un vice-amiral. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent sa puissance, donc ce qu'ils lui ont envoyé, c'est suffisant. Et nous, on voit à l'image que Mihawk, il lui a envoyé toute une flotte. Preuve de son niveau Yonko, il défonce à lui seul toute la flotte et il part. Pourquoi? Parce que comme je viens de l'expliquer, même si t'es niveau Yonko, tu peux pas rester seul quand t'as une prime de Yonko qui dépasse 1 milliard. Et en rejoignant Buggy, il fait la guilde croisée dans laquelle son niveau rend la guilde niveau Yonko. Parce que comme on le sait, et même Ryo le dit, un équipage Yonko a des prérequis. Les territoires, une armée et au moins un personnage. Il faudrait un personnage niveau Yonko. Mais comme Mihawk n'est pas un meneur, c'est pas le gars qui va faire les discours, alors que Buggy, si. Buggy, c'est le gars qui fait les discours. On le voit à Marineford. Alors Buggy prend la direction. Mais il dirige pas Mihawk. Pourquoi? Parce que Mihawk est indirigeable. Même Sengoku et toute la marine ne parviennent jamais à lui donner des ordres. Et quand il arrive à Marineford, ils sont surpris. Voilà, du coup, c'est une défaite totale que vous avez eue. Avec ça, c'est juste 2-0. Et vous étiez retrouvé obligé d'inventer des débats qui n'existent pas. Le débat Yonko plus fort qu'un amiral pour dire ouais, voilà, on a gagné un débat. Mais c'est un débat fictif. Ce débat n'a jamais existé et n'a jamais été défendu par personne. Tu m'inventes un débat pour le gagner. Mais bien sûr que ce débat est gagné d'avance. Débat sur les sujets existants, sur lesquels vous avez fait un désastre. Vous avez perdu car les choses sont ce qu'elles sont. Les jeux sont faits. Et aujourd'hui, parce qu'on s'est tous posé la question, c'est pas possible. Buggy peut pas être Yonko. De quelle façon? Est-ce que c'est une farce? Est-ce que l'auteur fait des exceptions? Est-ce que le niveau Yonko n'existe plus? En fait, c'est juste qu'on n'avait pas l'information, en fait. On s'est pas trompé. C'est juste qu'on n'avait pas l'information. Aujourd'hui, on l'a. Et l'information, c'est tout simple. Les règles n'ont pas été changées. Il faut un personnage niveau Yonko pour que ce soit considéré comme un équipage Yonko. Et le personnage niveau Yonko là-dedans, c'est Mihawk. Tout le monde le sait, Mihawk était le Shichibukai le plus puissant et dans cette triade-là, il est de loin le plus puissant. Et d'ailleurs, c'est Zoro qui le confirme. Je vais y arriver, je vais vous lire ce que dit Zoro. On commence avec Luffy, il va dire Crocodile et Œil de Faucon, ils travaillent pour Buggy. Il est choqué parce que ces gens-là, il les connaît, vu leur personnalité, leur tempérament, ils travaillent pas pour Buggy. Et là, qu'est-ce que dit Zoro? Il dit, je ne peux pas imaginer Œil de Faucon faire ça. Parce qu'il connaît Œil de Faucon en termes de personnalité, en termes de puissance, et il connaît Buggy, il connaît Crocodile. Alors pourquoi, connaissant Crocodile, il connaît la personnalité aussi de Crocodile. Crocodile aussi est un arrogant, il est relativement puissant, mais il le dit pas pour lui. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il connaît la puissance de Crocodile, il l'a déjà rencontré, mais ça le choque pas. Parce que voilà le niveau de Crocodile, voilà. Par contre, Mihawk, il sait, il connaît les bails. C'est pour lui qu'il est choqué. Il dit, Mihawk, je peux pas croire ça. Tu vois, c'est toujours ce que j'ai dit. Je vous ai prévenu, les gars, je vous ai dit, préparez-vous à l'arrivée de Mihawk. Et là, vous croyez que vous avez tout pris, mais encore pas encore. Vous allez encore prendre beaucoup plus avec Mihawk par la suite, les chapitres qui viennent. Alors là, il dit, s'il est capable de commander des hommes comme eux, alors il mérite bien son titre d'empereur. Luffy sort une réplique légendaire, osons le dire, n'ayons pas peur des mots, assumons de nous dire, Luffy, il dit les termes, il dit, crois-moi, c'est juste un idiot. Donc en gros, tous ceux qui disent Buggy niveau empereur, c'est juste des idiots. Tous ceux qui disent Buggy capable de commander, c'est juste des idiots. Car Buggy est un idiot. Et c'est effectivement le cas, on le sait, on le voit. C'est même pas grâce à son intelligence ni à sa manipulation qu'il dirige les prisonniers d'Impel Down. C'est juste que eux, ils se fourvoient en interprétant les choses mal et Buggy les laisse dans leur connerie. Ça a jamais été, genre il est venu avec un plan et il les a manipulés. Parce que comme le dit Luffy, Buggy est un idiot. Et penser que c'est grâce à lui qu'ils sont devenus Yonko, non. Buggy avait un équipage et tout ça depuis très longtemps. Mais pourquoi il devient Yonko? C'est justement quand Crocodile et Mihawk le rejoignent. Croco, c'est sûr que c'est pas lui qui représente la puissance individuelle de cet équipage-là, c'est qui? C'est tout simplement Mihawk. Takanomi no Mihawk. Et non pas Mihawk, comme certains le disent. Mihawk le manioc. Non, c'est Mihawk. Alors qu'il dit, quoi qu'il en soit, on dirait que le Cross Guild émet des primes sur les marines. Et maintenant, les marines ont peur et quand ils se baladent, ils doivent faire attention. Voilà, ça rejoint encore une fois ce que j'ai dit de Mihawk et des primes. C'est pour ça que des gens comme Mihawk, quand ils sont seuls, peu importe leur puissance, ils peuvent même avoir la puissance de Sangoku s'ils veulent, ils vont être inquiétés s'ils sont sans équipage. Et donc Mihawk, voilà pourquoi il rejoint les Shichibukai, parce qu'il aime pas être dans une équipe. Maintenant il est obligé, sinon il aura une prime gigantesque, il se retrouve tout seul. Et même la marine aujourd'hui elle flippe parce que le système des primes il est terrifiant. Alors Killer il dit voilà, si on veut être sérieux dans notre course au One Piece, on doit prendre le type à la brûlure au sérieux et tout. Alors apparemment tout le monde connaît ce type là, même Law, mais Luffy ne sait pas ce que c'est. Et j'ai tout simplement l'impression que Oda nous carotte encore, parce que Kid dit à Luffy, tu ne sais pas qui est le type à la brûlure? Je suppose que nous avons une longueur d'avance sur vous maintenant. Franchement Kid, c'est pas sympa, les gars ils te donnent, et ils sont fair play avec toi, ils te donnent la copie du poneglyph et toi tu fais les cachotteries. Non mais sérieux. Et j'ai l'impression que c'est surtout Oda qui devient
Kid et nous on est Luffy. Genre le gars qui nous dit coucou, vous avez cru à mes conneries, genre maintenant on arrive à la dernière étape de One Piece et maintenant ça va être les révélations. Mon œil, ça va être l'inverse, ça va être encore plus de mystères et d'énigmes. Voilà, maintenant on a une nouvelle énigme alors que aucune n'est résolue. Hein. Je vous défie de me trouver les trucs qui ont été révélés ces 3 derniers chapitres, il y en a juste aucun. Par contre, les énigmes rajoutées, il y en a pas mal. Et ensuite on finit avec Yamato qui est prêt pour aller rejoindre les Mugiwara comme Oden Kuzuki et il fait le petit au revoir à la capitale des fleurs et à Momo Ikenemon. Et nous aussi on dit un petit peu au revoir à One Piece, du moins durant la semaine de pause, et on reprendra avec le chapitre 1057. J'espère que ma review vous a fait plaisir. Le petit pouce vers le haut, c'est vraiment très important. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil à mon manga Contrast. Les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, faites le plein de mangas. Sayonara.